Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro boulot dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre mon indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes contenus. Je parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de cette belle, chère et tendre liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas d'abord à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings, des voyages entre investisseurs, ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Et si vous voulez un avant-goût de tout ça, je vous ai même préparé une formation complète de plus d'1h20, totalement gratuite, qui s'appelle « Les 4 piliers de l'indépendance financière ». Elle est déjà été téléchargée presque 1600 fois et elle réunit et elle explique tous les leviers que j'ai utilisés et que j'utilise encore pour vivre cette belle liberté au quotidien. Tout ça est disponible sur notre tout nouveau site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cet épisode. J'ai plein de choses à vous dire dans les news. On va pas déroger à la règle. Peut-être que ça va changer avec les nouveaux bureaux. Et vous allez voir, il y en a qui reconnaissent pas le décor derrière. C'est pas les nouveaux bureaux, mais je vais vous en parler. Je commence, comme je le fais tous les 15 jours, en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la dernière quinzaine. Un grand merci à Marie, Youpa, Clément, Gérald, Alexandre, Valentine, Julien, Cassandre et Jordan. Nous sommes 5963 sur YouTube, 502 notes sur Apple Podcast. Quel bonheur d'avoir dépassé les 500 notes. À vous de continuer à faire grossir ce podcast. Et les notes Apple Podcast, c'est quelque chose qui aide vraiment. Donc voilà, merci et merci infiniment à tous. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, le plus simple, c'est encore de le faire sur Insta, sur mon seul et unique compte, Une vie de liberté avec la petite étoile bleue. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre, je partage du contenu quasiment tous les jours. En ce moment, je suis revenu un peu sur Instagram. Voilà, surtout qu'il y avait la sortie de la formation marchand de biens, mais je vais vous en parler. Et encore, merci à vous tous qui prenez le temps de liker, de commenter les épisodes. C'est vous qui faites vivre ce podcast. Et sans transition, je vous propose qu'on passe à la rubrique news et on retrouve un ancien décor de podcast pour ceux qui me suivent sur YouTube. Vous allez peut-être reconnaître ce décor. Je suis hébergé à 43 ans, s'il vous plaît, par mes parents pour aujourd'hui, puisque j'avais dit que c'était le dernier podcast dans les anciens bureaux. Et en fait, le temps de démonter tout le décor, de le remonter dans nos nouveaux bureaux, c'était un petit peu la course, pour ne pas dire que ça devenait carrément impossible. Voilà, au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai encore des peintres, des électriciens qui sont en train de terminer les levées de réserve. Donc, c'était pas possible d'enregistrer au nouveau bureau, dans le calme, la joie et la sérénité. Et à la maison, tout le monde révise pour les examens, voilà, parce que j'ai des enfants, des filles qui passent les examens cette année. Donc, j'ai tout le monde à la maison et je me suis dit comment trouver du calme pour faire ce podcast. Et heureusement, mes parents m'ont recueilli pour cet épisode. Donc, voilà, vous retrouverez un ancien décor que j'avais utilisé il y a peut-être 3 ou 4 ans, à l'époque où j'étais en travaux chez moi. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et il fait très chaud, donc voilà, pour ceux qui me retrouvent sur YouTube, vous ne m'en voudrez pas si je commence à luire à un moment, mais là il fait de chaleur, c'est incroyable en ce moment. Donc voilà, un décor, c'est pas encore le nouveau décor. Je pense que normalement le prochain podcast, puisqu'on aura reçu le mastermind marchand de biens dans nos nouveaux bureaux, sera dans les nouveaux bureaux justement. Et je voulais vous parler de ces nouveaux bureaux. Ils sont enfin terminés. Alors, hormis les quelques réserves qui me poussent à être là aujourd'hui. Mais ça y est, on y est, on a réceptionné les travaux intérieurs. Au moment où j'enregistre ce podcast, on réceptionne cet après-midi tous les travaux extérieurs du bâtiment, enfin l'enveloppe du bâtiment. Et voilà quoi, quelle aventure entre l'idée et la réalisation de ces bureaux, il s'est passé 3 ans. Ça aurait été un travail vraiment de longue haleine, mais avec Ben, on est extrêmement fiers du résultat. Voilà, c'est un bureau qu'on voulait comme un vrai lieu de vie où on va pouvoir travailler, on va pouvoir organiser nos événements, on va pouvoir recevoir du monde pour pourquoi pas, faire aussi des apéros IMO, et on voulait aussi mettre des voitures dedans
Je vais chercher ma nouvelle voiture demain, je la sors de la conciergerie pour la mettre dans les bureaux. Et voilà, on a attaché beaucoup de détails, même jusque dans le hall où on a mis pas mal de photos de nous. On a mis une photo de notre grand-père. Enfin, on a vraiment fait quelque chose de bien. Vous verrez ça sur Instagram ou pour tous ceux qui viendront au séminaire. On est très heureux parce que on voulait y mettre vraiment de l'importance dans ces bureaux. On voulait avoir le souci du détail, le souci d'un petit peu vraiment d'aller chercher. Ouais, c'est ça, vraiment loin dans chacun des détails. Et je pense que c'est réussi. On voulait une inspiration un peu loft new-yorkais et Hello qui est venu voir les bureaux hier nous a dit on se croirait dans un épisode de Friends, en tout cas dans la zone en bas. Donc mission accomplie quoi. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer ça, mais on en est très très content. Je veux profiter aussi de ce podcast pour vous remercier tous de votre confiance pour la sortie de la formation Marchand de biens. Je l'ai pas mal tabassé. J'en ai parlé beaucoup dans le podcast, j'en ai parlé pas mal dans les vlogs. J'avais envoyé quelques mails pour quand même tenir tout le monde au courant. C'était une sortie événement pour nous. On a travaillé des mois sur cette formation et franchement, vous nous avez tout explosé. Donc c'était au-delà de mes espérances et au-delà de ce que j'estimais qu'on pourrait toucher comme public. Donc merci infiniment à tous les gens qui nous ont fait confiance sur cette formation Marchand de biens expert qui remplaçait la formation Division foncière expert qui est sortie du catalogue, où on a gardé un tout petit peu de contenu Division foncière, on en a rajouté beaucoup de nouvelles vidéos, où on a tourné tout un module vraiment sur le marchand de biens qui représente aujourd'hui 70% de notre activité. Et des premiers retours qu'on a eu, la formation vous a énormément plu. Donc merci à vous tous. Au moment où vous écouterez ce podcast, ce sera le 30 juin, au moment où il va sortir, et le podcast d'après, ce sera le 14 juillet, et la promotion sera passée. Vous le savez, chaque année, on fait une promo pour les vacances. Moi, j'aimais beaucoup ça, parce qu'à l'époque où j'étais entrepreneur de travaux publics, l'été, c'était le seul moment de repos un peu, où ça se calmait, et où on pouvait faire autre chose que le boulot. Et donc, moi, j'aimais bien à cette époque-là faire des formations en ligne, remettre à jour mon patrimoine, faire toutes ces choses-là. Donc là, on va vous permettre de le faire à moindre prix. On fait 25% sur absolument tout. Donc les 12, 13 et 14 juillet, le code c'est juillet 25. Quand je dis absolument tout, c'est toutes les formations des gentlemen investisseurs, toutes les formations nouveau départ, toutes mes formations, y compris bourse exponentielle et celles que j'ai avec Ben. Tout sera à moins 25%, sauf bien entendu la formation marchand de biens qui vient de sortir, qui était en promo à moins 20%, elle sera en promo à moins 20%, par respect pour tous les gens qui nous ont fait confiance dès le début. Et la formation Crypto Investor, elle sera aussi à moins 20%, comme son code de sortie, c'est des formations qui viennent juste de sortir. Et par respect pour les gens qui nous ont fait confiance à moins 20%, je peux pas faire plus que ça. Mais en tout cas, pour tous ceux qui ont raté le coche de la formation Marchand de biens expert, qui était sur une autre planète ou dans une grotte et qui... parce que il y a déjà des gens qui m'ont écrit lundi, « Tonton, j'ai raté le code promo, est-ce que tu peux m'arranger, s'il te plaît ?» Je l'ai raté. Donc voilà, lundi, j'ai encore arrangé les gens. Après, c'est pas fair play pour tous les autres, mais vous aurez une session de rattrapage les 12, 13 et 14 juillet. Si vous avez raté la sortie de la formation, que vous voulez prendre une formation, vous former pour l'été, attendez le 12, 13, 14 juillet, il y aura moins 25% sur tout. Autre news, au moment où j'enregistre ce podcast, dans quelques jours, je vais recevoir les premiers participants du Mastermind Marchand de biens, donc les 26 et 27 juin. Et voilà, au moment où sortira ce podcast, ça sera passé. Donc je remercie infiniment tous les participants qui sont venus. On est très heureux avec Ben parce que nos bureaux seront à peine reçus qu'on va déjà inaugurer le premier événement. On a très très envie de recevoir tout le monde dans les bureaux, pouvoir montrer à tout le monde ce qu'on a fait, ce vrai lieu de vie qui nous représente. Donc ça va être génial. Et pour tous ceux qui ont raté cette session, il y aura une nouvelle session les 11 et 12 décembre. Et dépêchez-vous parce que je crois que j'ai déjà vendu un tiers des places pour cette session. Autre news importante, au moment où sort ce podcast, au moment où vous l'écouterez, on sera au séminaire Equinox avec Hello, avec ma compagne. Ce séminaire qu'on a organisé tous les deux comme des grands autour du cheval et de l'écoute des émotions, du développement personnel. Un séminaire vraiment nature où on va pouvoir se ressourcer autour des chevaux et ça va me faire du bien, moi aussi. Ce mois-ci, parce que le mois de juin était vraiment... très très chargé ce mois-ci. J'ai eu le séminaire surf, j'ai eu Mastermind Nouveau Départ qui était exceptionnel. D'ailleurs, j'embrasse tous les participants qui étaient là. Le coaching intensif, il y aura eu le Mastermind Division foncière et pour finir Equinox. Et quel bonheur de terminer avec ce séminaire où justement
on va pouvoir s'écouter, se ressourcer. La semaine dernière, avec Elodie, on est justement allé faire du travail à pied avec son cheval. Et j'avais eu une semaine qui était chargée. J'étais un peu fatigué et je me suis dit est-ce que j'y vais pas. Finalement, on a décidé d'y aller tous les deux ensemble. Et vraiment, c'est 2-3 heures où on oublie tout ce qui se passe, où on se recentre sur l'essentiel, sur l'ici et maintenant. Et c'est vraiment fantastique. C'est vraiment des bons moments. Et voilà, je suis heureux de pouvoir les faire vivre à tous nos participants. Et je vous invite vraiment à suivre ça sur Instagram. On vous publiera pas mal de stories, de vidéos. On sera vraiment à la campagne et ça va être très très chouette. Je voulais vous raconter aussi cette semaine que j'ai fait mon premier Hyrox. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'Hyrox, c'est le nouveau truc à la mode, un peu, disons-le. C'est c'est de l'entraînement hybride qu'on appelle. C'est une sorte de course qui est à mi-chemin entre le CrossFit et la course à pied. Grosso modo, sur toute la session, il y a 8 ateliers d'exercices de musculation, on va dire, et 8 km de course. Donc, on va courir 1 kilomètre, on fait un atelier, on va courir 1 kilomètre, on fait un atelier. Il y a des burpees, il y a du tirage de sled, un espèce de gros chariot. On doit, pareil, pousser ce chariot. Il y a des fentes, il y a du farmer walk, il y a des wall balls à jeter sur une cible. Je l'ai fait en duo avec mon cousin, donc pas Benjamin, un autre de mes cousins, qui a 44 ans, donc on était une team 43-44 ans. C'était ma première fierté parce que je me dis, il n'y avait pas beaucoup de teams de notre âge. Il y avait quelques plus anciens, mais pas beaucoup. Hein. On va dire, à partir de 40 ans, c'est 15% des équipes maximum, quoi. Tout le monde est beaucoup plus jeune. Donc c'était chouette et on a fait ça sous un soleil de plomb. Il faisait 35 degrés. Heureusement qu'il y avait des bénévoles pour nous arroser au bord de la piste. Mais voilà, c'était mon premier effort aussi intense, aussi soutenu, où il y a très très peu de temps de repos. C'est vraiment très très intense. On enchaîne à chaque fois. Il faut savoir doser, il faut savoir gérer sa course pour pas éclater justement en plein vol. Mais c'était exceptionnel. Ça faisait un petit moment que je la préparais. J'avais ralenti un peu le CrossFit parce que muscu CrossFit, c'est quelque chose que je fais depuis des années et donc j'ai plus l'habitude, mais j'aimais pas la course à pied. Et maintenant, ça fait quasiment 18 mois que j'ai une moyenne de pas entre, je pense sur 1 an et demi, je dois être à 10 000 et sur les 6 derniers mois, je suis à 12 000 pas par jour. Donc j'ai vraiment entraîné mon endurance de fond et j'invite vraiment tout le monde à marcher plus parce que ça permet vraiment de développer son endurance de fond, son foncier. Et je me suis bien amélioré à la course à pied. J'ai perdu un peu de poids aussi. Donc, je me suis beaucoup plus entraîné à la course à pied ces derniers temps. Et du coup, j'ai pas souffert sur la course à pied. Et j'ai bien su doser mon effort. Je me suis vraiment éclaté. Donc, voilà, affaire à suivre. J'ai lancé une perche à Mika, Objectif Vivre Libre, qui a fait la formation Marchande Bien avec nous, de faire un premier Hyrox tous les deux. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà. Et puis, j'ai mis quelques photos sur Instagram pour ceux qui voulaient suivre ça. Allez, j'en ai presque fini avec les news. Je vous en balance 3 très très rapidement. Dernière parenthèse indépendance. On n'en fera pas d'autres jusqu'à nouvel ordre. Ce sera la toute dernière. C'est du 22 au 24 octobre. Il ne reste que 5 places. Le mastermind moto des Gentlemen Investisseurs, le road trip sur 3 pays où on fera France, Suisse, Italie. C'est du 22 au 28 septembre. Il faut avoir une moto et le permis moto. C'est sur la route. Il y a 6 places encore. Et Race and Business du 8 au 10 octobre, notre mastermind autour des sports mécaniques. Il ne reste plus que 2 places. Donc voilà, je vous invite vraiment à réserver si vous voulez venir avec nous. Et revenons ensemble sur le podcast de la dernière quinzaine. C'était les commentaires sous le podcast Legend. Ça aussi, c'est un podcast qui vous a beaucoup plu. On a fait pas mal de vues sur YouTube. Je regarde moins les vues de podcast. Je suis pas le roi de la stat à aller voir... je dis ça et en même temps, tous les débuts de podcast, je dis combien on est sur YouTube, combien on est sur Apple Podcast. Mais c'est une habitude que j'ai pris et ça me permet à moi aussi de me faire un check parce que je regarde chaque fois que je prépare le podcast à combien on est et de voir un peu comment ça avance, lentement mais sûrement. Mais je suis pas le fou des stats de podcast. Souvent, Une vie de liberté, je crois qu'on fait à peu près plateforme de podcast autour de 20 000 écoutes par mois. Donc sur un podcast qui sort que 2 fois par mois, c'est pas mal déjà. Et donc je vous remercie infiniment pour ça. Et sur YouTube, je crois qu'on fait une dizaine de milliers d'écoutes par mois. Donc ça fait 30 000 écoutes qui sont quand même relativement qualifiées, forcément, puisque écouter parler tonton pendant
pendant 1 heure et demie dans le bureau de ses parents. Faut vraiment avoir envie, quoi. Donc, en tout cas, faut vraiment être là pour la valeur. C'est pas le genre de contenu qu'on regarde pour du divertissement, ou en tout cas que du divertissement. Donc, je vous remercie pour ça. Mais en tout cas, j'ai vu que ce podcast avait fait 1200 vues dans la semaine, donc c'est beaucoup. C'est que ça vous a interpellé. Et on va prendre un premier message de Marie. Marie qui me dit: Salut tonton, merci pour ce podcast enrichissant. Ça me fait penser à mon premier investissement en Pinel que j'ai avorté après la signature du compromis à 2 jours de la deadline. L'appartement était neuf, à 300 km de chez moi, dans une ville que je ne connaissais pas. Il m'avait été vendu comme le meilleur placement de l'année et surtout une façon de payer moins d'impôts. Sauf que lorsque je me suis mise à regarder le marché de cette ville, la valeur des biens et de calculer la somme des frais, j'allais payer 2,5 fois le bien en question. Je n'ai jamais rappelé le CGP, mais j'ai envoyé un recommandé au notaire. Le CGP ne m'a jamais rappelé non plus, tel un enfant s'étant fait prendre à son propre jeu. Bref, comme tu le dis, il est plus important de s'éduquer nous-mêmes, même si cela prend du temps, parce que personnellement, je ne comprends pas tout très vite. Je te rassure, t'es pas la seule, surtout dans ce domaine-là. Tout est fait pour rendre les choses compliquées. Plutôt que de faire confiance aveuglément à quelqu'un dont c'est pourtant le métier de gérer l'argent des autres. Merci aussi de penser à ceux qui, comme moi, sont sur le chemin. C'est tellement dur de s'accrocher par moments, mais heureusement, tous les 15 jours, tu nous rappelles pourquoi on fait ça. Merci encore, Marie. Déjà, merci beaucoup à toi, Marie. Merci pour ton message. Et effectivement, j'étais encore samedi où j'ai croisé des amis de mes parents, et dont une personne qui avait un certain âge, une mamie, comme on dit, une grand-mère qui avait 83 ans, et son mari avait toujours eu un très très bon métier, il avait bien gagné sa vie, c'était un très bon entrepreneur, mais pas du tout un investisseur. Et elle me demandait ce que je faisais comme métier, donc je lui ai raconté que j'étais marchand de biens à peu près la moitié du temps, on va dire, et que l'autre moitié du temps, je le consacrais à parler de cette passion, non seulement de l'immobilier, mais surtout de l'indépendance financière, de la liberté par le biais de l'entrepreneuriat, de l'investissement sur Internet, et que j'aidais des gens à faire la même chose que moi. Et elle m'a dit: mais qu'est-ce que j'aurais aimé rencontrer quelqu'un comme vous à l'époque. Et elle était encore empêtrée dans des assurances vie bardées de frais, et elle s'est rendue compte qu'elle avait en fait payé des frais toute sa vie, qui avaient enrichi son conseiller, mais que finalement ses placements avaient fait très très peu de performance. Et à son âge, elle avait le plus grand mal à dire à son conseiller qu'elle voulait récupérer la main sur ses placements. Et c'est pas à 83 ans que tu vas prendre des risques. Donc, elle en faisait le constat amer, et elle me disait: j'ai eu une super vie, j'ai eu un mari génial, j'ai eu des petits-enfants merveilleux. Par contre, je serais passé à côté de cette vie d'investissement, mais j'aurais aimé faire plus. C'était vraiment quelqu'un qui avait envie à qui ça plaisait, que ça aurait pu intéresser. Mais voilà, à son âge, à son époque, il n'y avait ni Internet, il n'y avait pas tous les moyens qu'on a. Autant, je pense, il y a une époque où on a eu des excuses pour ça, peut-être. Autant aujourd'hui, sans vouloir culpabiliser les gens, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup moins d'excuses. On a quasiment tout sous la main. On peut s'éduquer. On peut s'informer nous-mêmes. On peut se faire notre propre culture financière. Et bien entendu, tous ces gens, c'est ce que je te disais, Marie, en lisant ton message, vont tous faire en sorte de rendre ces choses-là hyper compliquées, d'utiliser des mots compliqués pour qu'on se sente non sachant, en fait, et qu'on ait l'impression qu'on a besoin de ces gens pour nous aider à investir, pour nous éviter des bêtises. Et en fait, quand on se rend compte de ça, qu'on en sait le plus souvent largement autant qu'eux. Et c'est drôle parce que j'en parlais encore sur ces sujets, ça me passionne, mais j'ai tellement avancé là-dessus, j'ai tellement aidé de gens aujourd'hui, et grâce aussi à la PNL et à l'accompagnement et à tout ce que j'ai fait, je prends conscience aussi de ce que je fais, de ma valeur, de la valeur de mes conseils, de tout ce que je sais faire pour aider les gens. Un jour, j'avais rencontré un CGP, mais je crois que j'ai déjà raconté dans le podcast sur les CGP, mais qui m'avait dit: oui, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, vous avez un numéro Orias. Et je lui avais dit: non, j'ai pas besoin de ça, je suis bien meilleur que tous ces gens. Parce que la vérité, c'est que moi, je l'ai fait. C'est beaucoup plus facile d'expliquer aux gens comment entreprendre, comment faire de l'investissement quand on part de zéro ou pas grand-chose, ou quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros pour aller chercher bien plus loin. Quand on l'a fait, c'est beaucoup plus facile que quand on est juste un théoricien de tout ça, qu'on l'a pas fait et que on apprend on apprend aux gens des choses qu'on n'est pas capable de faire soi-même. Et je sais que j'ai beaucoup travaillé ça parce qu'au début,
c'est quelque chose qui me travaillait. Et surtout, je ne conseille jamais de placement financier. Je ne dis pas investissez dans tel ETF, investissez dans tel bien immobilier. Moi, j'apprends comment faire, j'apprends la structure et surtout, je redonne leur souveraineté aux gens. Je leur apprends comment comprendre les choses et comment faire eux-mêmes. C'est pas du tout du conseil en investissement, c'est de l'éducation financière. Et, et voilà. Et je pense que ouais, c'est un domaine qui n'est jamais fini, comme va me le prouver le message d'Alexandre que je vais lire juste après, et on en apprend tous les jours, et j'en apprends tous les jours. Donc merci à toi Marie. Et justement, ce message d'Alexandre qui me dit « Bonjour Tony, je te suis depuis tes tout débuts, et même depuis l'époque sur un forum d'investisseurs, les vrais connaîtront, et je suis obligé d'intervenir pour mon premier commentaire. Non, le SPX a environ 6000 points ces jours-ci, ce n'est pas un indice total return, donc avec les dividendes réinvestis. Le SPX TR est lui aux alentours de 13 300 points. Beaucoup de gens font malheureusement cette erreur car le taux moyen de détachement de dividendes est bien plus faible pour le SP500 comparé au CAC 40, donc cela impacte moins l'évolution de l'indice où il y a uniquement les prix aux US. Mais on est bien d'accord que le fait que le CAC soit présenté 99% du temps en price only, à la différence de l'indice allemand comme le DAX par exemple, n'aide absolument pas le français moyen à comprendre la génération de richesse apportée par les marchés financiers. Les mois passés sur le sujet des retraites par capitalisation sont absolument lunaires. Entre ceux qui s'empressent de tweeter sur le krach des marchés en mars-avril de cette année pour dire que la capitalisation c'est risqué et que l'on n'entend plus 3 mois après quand les indices sont de nouveau sur leur plus haut, ceux qui vous expliquent que la bourse est très risquée et qui sont les mêmes à dire que les actionnaires se gavent avec les dividendes et s'enrichissent toujours plus, bonjour le double discours, faudrait savoir, c'est risqué ou bien ils se gavent? Ceux qui vous parlent de 2008-2009 comme la ruine des fonds de pension US sans dire que 18 mois plus tard, le SP500 dividende réinvesti était revenu à son plus haut. Ceux qui n'ont toujours pas compris que l'on ne liquide pas 100% de son portefeuille le jour J de sa retraite, ou qu'on s'imagine qu'on est à 100% action à ce moment-là, les débats sont absolument lunaires en France, on part de très très loin. Il faudra au moins 2 générations d'éducation financière pour se mettre à niveau, c'est limite désespérant, bonne continuation et qui sait, à une prochaine peut-être. Donc déjà, merci à toi Alexandre, merci beaucoup. Et vraiment, mea culpa pour l'erreur que j'ai faite. Effectivement, j'ai utilisé un vrai raccourci en fait. Bien sûr que l'indice SPX, l'indice SP500, est dividende non réinvesti. Mais comme j'investis sur des ETF qui sont capitalisants, j'ai tellement l'habitude de regarder l'ETF SP500 plutôt que le SP500 lui-même. Mais tu as raison, Alexandre, et ta remarque est très pertinente. Donc je prends, et comme je dis, des fois je fais des podcasts, je parle pendant 1h30 et ça arrive que je prenne des raccourcis. Je te remercie pour ton message et je voudrais revenir sur une autre partie aussi de ton message où tu nous dis que ceux qui vont nous dire que la bourse est trop risquée, que justement on peut pas baser sa retraite là-dessus, c'est très très souvent les mêmes effectivement que ceux qui vont nous dire que les actionnaires se gavent et prennent des millions en bourse. Donc effectivement, il faudrait savoir, la bourse, c'est risqué ou tout le monde se gave. Et c'est sûr que le niveau est désespérant en fait. Et il y a beaucoup de travail. Mais donc voilà, merci Alexandre, je te remercie pour ton message. Et si tu me suis depuis mes débuts et que tu as été obligé d'intervenir parce que j'ai fait une erreur, alors d'un côté ça me flatte parce que je me dis je dois pas en faire beaucoup si il a fallu une erreur pour te pousser à commenter. Mais voilà, je voulais te dire en tout cas merci de l'avoir fait. Et je vous invite vraiment, pour ceux qui me suivent depuis aussi longtemps, et même peut-être avant sur ces forums d'investisseurs, ne restez pas dans le bois, sortez du bois, venez mettre un petit message. On imagine souvent que, et à tort, hein, mais que les créateurs de contenu sur Internet, c'est des gens qui sont, qui sont à la télé, quoi, comme on disait, je pense. Mais c'est vraiment pas le cas. Moi, pour avoir rencontré beaucoup des créateurs de contenu que j'aimais bien dans plein de domaines, que ce soit dans le domaine du sport, dans le domaine de la musique, dans le domaine de l'investissement, j'ai rencontré beaucoup des créateurs de contenu que j'aimais. C'est des êtres humains, voilà, en dehors des 2-3 heures parfois qu'ils prennent pour enregistrer des émissions dans la semaine. Ils ont d'autres occupations, ils ont une vie, c'est pas que des gens d'Internet. Et quand on suit quelqu'un depuis longtemps, c'est cool de lui envoyer un petit message pour montrer à la fois, des fois, parfois du soutien, mais aussi exprimer son avis. Et d'ailleurs, quand on n'est même pas d'accord avec moi, ou quand je fais une approximation, ça fait plaisir. Ça montre que vous réagissez, qu'on
qu'on peut avancer ensemble dans cette partie justement du podcast, du retour sur les messages du podcast précédent. Donc merci à toi Alexandre et surtout n'hésitez pas à commenter vraiment. Venez me montrer que vous existez de l'autre côté de la caméra. Et on va prendre un dernier message de Cassandre. Cassandre qui me dit « Ce que les moldus ne savent pas, c'est que oui, ça va continuer de monter car les États impriment de l'argent. En réalité, on peut même extrapoler et dire que si le rendement de la bourse américaine est de 9,5%, c'est ça le vrai taux de l'inflation. Et s'ils ne veulent pas faire leurs recherches, ils méritent de rester pauvres et esclaves de la République. » Alors, je serais pas aussi radical, mais effectivement, si on prend l'historique des marchés, alors, je vais faire une petite approximation. Alexandre, tu m'en voudras pas, mais on peut enlever quasiment un tiers de la performance due à l'inflation. C'est une approximation, mais de ce que j'ai lu à peu près, si la bourse elle fait un rendement de 9-10%, en rendement net d'inflation, on est plutôt à 6,5-7. Ça dépend encore une fois des périodes, mais bien entendu, moi, ce que je me dis toujours, c'est qui va collecter la valeur, qui va collecter l'inflation. Bien sûr que l'inflation, elle part de l'impression monétaire, puisque forcément, c'est logique, plus il y a de billets, moins ils sont rares, moins ça vaut cher, plus ça dévalue la valeur de l'argent. Mais au final, les entreprises vont monter leur prix, du coup, forcément, et elles vont collecter cette valeur-là. Donc, en étant actionnaire, c'est finalement la meilleure façon de collecter cette valeur. Donc, oui, il faut investir. C'est comme ça qu'on se protège de l'inflation. Et merci à toi, Cassandre, de nous le rappeler. Et je vous propose qu'on passe au podcast de la quinzaine, Allô Tonton numéro 13. Et ces épisodes d'Allô Tonton, je vous remercie parce que vous avez été tellement prolifiques. Je m'en rappelle quand je l'avais fait, j'avais reçu 31 mails et la semaine qui a suivi, j'ai reçu encore presque une dizaine de questions. Et ça m'aura bien arrangé parce que ça m'aura permis de faire quelques épisodes où j'ai besoin de moins de préparation. Forcément, j'essaye que ce soit spontané, donc de les faire un peu plus freestyle aussi, de pas trop préparer les réponses pour pas que ce soit trop préparé, que ça garde justement un peu de spontanéité. C'est aussi ce qu'on aime dans ce format-là. Donc ça m'aura bien aidé parce que, oui, forcément, avec les bureaux, avec tout ce qu'il y a eu ce mois de juin, j'ai eu moins de temps pour préparer des épisodes. J'en ai encore pas mal dans la besace, voilà, pour lesquels il faut que je prenne le temps. Et comme j'aime faire les choses bien, j'ai pas envie de bâcler des sujets. Et ça me permet, c'est Allô Tonton de continuer de vous proposer des podcasts tous les 15 jours avec un contenu un peu plus spontané et je sais que ça vous plaît. Donc on va prendre un premier message d'Anthony. Anthony me dit « Allô Tonton, je te suis depuis quelques semaines avec les Gentlemen Investisseurs et maintenant avec ton podcast personnel. Tu m'as ouvert les yeux sur beaucoup de sujets et je t'en remercie. Je suis en cours d'achat de mon premier investissement locatif, un appartement dans une ville de 60 000 habitants. Mon plan est de faire pas mal de travaux et j'ai la possibilité de créer de la surface habitable, notamment une chambre. Il fera 82 mètres carrés, il aura 4 chambres, 2 petites salles de bain et je veux faire de la colocation. Le rendement brut est de 11%. Est-ce que tu me conseilles plutôt de faire de la LCD ? J'ai peur d'avoir du mal à trouver des clients car l'appartement est dans un immeuble de 27 lots légèrement excentré du centre, pas très sexy. Pour la suite, je me suis aussi posé la question de l'achat de parking car le taux d'endettement est bien entamé. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé, mais l'idée est d'acheter des places en sous-sol et de les revendre en box. Que penses-tu de tout cela ? Encore merci et longue vie à tes projets, Anthony. Écoute, merci à toi, Anto. Merci beaucoup à toi. Pour répondre à ta question, moi, de la colocation à 4 chambres, c'est souvent pas assez pour de la coloc, de mon expérience. Alors, déjà, on va commencer par dire les choses. Je n'ai jamais fait de colocation. C'est un mode de location dans lequel je n'ai jamais investi. J'ai jamais eu l'occasion. J'aime bien investir autour de chez moi et la ville la plus proche autour de chez moi pour faire de la coloc où ça s'y prête très bien, c'est Saint-Étienne. Et Saint-Étienne, comme chacun sait, est un marché totalement saturé sur la coloc. Donc je l'ai jamais fait. J'ai voulu le faire dans les petites villes autour de chez moi. J'ai regardé, mais j'ai mis un peu des annonces, j'ai testé le marché, c'est assez compliqué de trouver. Et d'expérience, d'après mes potes qui font de la coloc, et notamment mon pote Max, il est libre Max, je te salue, mon poulet, Max me disait toujours, il te faut la 5e chambre qui plie le game. Et voilà, 4 chambres pour moi, c'est un peu léger. Dans 82 mètres carrés, c'est compliqué peut-être d'en loger une 5e. Mais à voir, si jamais tu peux pas, ça veut peut-être dire qu'il te faut 3 salles de bain par contre, si tu as 5 chambres. Donc pour moi, il te la manque, et d'ailleurs ça se traduit sur ta renta, 11% brut, c'est pas net, pour de la coloc.
moi en coloc, je veux au moins avoir du 15%. Entre 15 et 18. 18, j'exagère peut-être un peu, peut-être que je force, mais au moins 15%, parce que c'est du boulot quand même. Pour te donner un exemple, là, ces jours-ci, dans une semaine, j'achète un local commercial et un appartement en lot. Alors c'est moi qui ai créé l'opportunité, parce que c'est un bien que j'ai avec Ben, qu'on a extrêmement bien négocié. Mais là, le local commercial est loué à une boutique depuis des années. L'appartement est loué en nu et je suis à 11% de renta brute. Voilà. Donc 11% sans rien faire. Et je te dis pas que ça se trouve sous les sabots d'un cheval, parce que dans la ville où j'ai investi, on est plutôt à 6% de renta, 6-7. Les biens se vendent autour de 6-7%. Donc je fais une très très bonne affaire, j'achète largement en dessous du prix. J'ai une très belle plus-value latente sur ces deux biens. Mais voilà, c'est une opportunité que je suis allé créer par de la négo assez sévère. Ceux qui ont pris la formation marchand de biens, qui sont venus au séminaire, savent de quoi je parle, parce que c'est un dossier dont j'ai parlé. Donc, si tu veux mon avis, c'est léger pour de la coloc. Tu vas beaucoup t'embêter. Et après, de la LCD dans un appartement de 82 mètres carrés, je sais pas non plus, quoi. Est-ce que c'est pas trop grand de la LCD dans 82 mètres carrés? Il faut que tu testes un petit peu ta demande, que tu aies pas un mouton à 5 pattes. Moi, ce que je te conseillerais, c'est de chercher la 5e chambre qui plie le game, si tu arrives à la rentrer. Ou alors, peut-être, je sais pas si t'es sur un compromis, si tu peux encore t'en retirer. Mais sois prudent, pour moi, il n'y a pas assez de renta. Et ta deuxième question sur les places de parking. Alors, là, c'est pareil, c'est des choses qui ont été extrêmement popularisées avec des youtubeurs, notamment, et plutôt des marketeurs du web. La place de parking, et de la transformer en box. Franchement, pourquoi pas? Si c'est dans ton marché, si tu t'es bien formé là-dessus, si tu as identifié une demande, si tu peux, dans une copro, tu peux le faire, parce que transformer des places de parking en copro en box, et avoir l'accord de la copro et tout, entre comment dirais-je, entre l'idée et la réalisation, moi, pour dealer avec pas mal de copros dans l'activité de marchand de biens, il y a un pas quand même. Donc, je sais pas, ne cherche pas la recette miracle. Moi, ce que je verrais peut-être plutôt, c'est l'achat de places de parking intérieures ou extérieures, ou l'achat de garages que tu achètes en lot. S'il y a de la demande dans la ville, des fois, tu peux acheter 20 garages d'un coup et les revendre à la découpe. Ça, c'est pas mal. Moi, dans l'idée, sur les parkings, ce qu'il faut, c'est les acheter en grand nombre. Si tu les achètes, alors ça dépend où t'es, bien sûr. Si t'es à Paris, c'est des places de parking à 100 000 balles, tu vas pas en acheter 10 d'un coup. Mais si t'es plutôt dans une ville de 60 000 habitants, si c'est des places de parking à 6, 8, 10, 12 000 euros, peut-être les acheter par 10 ou par 20, où tu peux vraiment tirer du prix et surtout amortir tes frais de notaire. Parce que si tu achètes une place de parking à 10 000 euros, tu peux rapidement avoir 2 000 euros de frais de notaire, donc tu es à 20%, quoi, au lieu d'être à 8%, 9% sur les frais de notaire. Donc ça peut vite te plomber le truc. Pour moi, pourquoi pas les places de parking, mais voilà, faut vraiment les acheter en gros. On va prendre un message de Baptiste, et Baptiste, il a plein de questions. Il me dit « Salut Anto, vraiment génial tes 2 derniers podcasts, j'ai adoré encore une fois. On sent une fois de plus qu'ils ont été faits avec le cœur et le vécu. » Merci à toi Baptiste. J'ai reçu ton mail pour le podcast Allô Tonton. Voici quelques questions, si jamais tu as quelques minutes et l'envie d'y répondre, que ce soit à une ou à toutes, fais-toi plaisir. Questions très terre à terre, tu vas voir, elles sont toutes liées à l'atteinte de la liberté financière. Moi, je les avais parcourues quand j'ai reçu ton message, donc je sens que ça va me plaire. Comment ferais-tu pour financer des travaux dans une ERP, plutôt paiement cash ou à crédit, quand on est en phase de constitution de patrimoine en visant la liberté financière et qu'on possède déjà cette RP avec un crédit? Quand tu es en train t'es dans ta démarche pour atteindre l'indépendance financière, il y a toujours 2 teams. Il y a la team qui dit qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale et la team qu'il faut l'acheter. Moi, la team qui dit qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale et faire que du locatif, je suis pas vraiment d'accord, parce que quand tu possèdes ta RP, ton scoring bancaire, il augmente tellement que, en tout cas, de mon expérience personnelle, c'est très très apprécié d'avoir ta RP. Donc moi, je conseillerais toujours d'acheter sa résidence principale. Toutefois, quand on est dans cette démarche d'indépendance financière et que on veut acheter sa RP pas pour la revendre, alors il y a 2 écoles derrière. On peut la revendre avec l'objectif de faire une plus-value, parce que en France, quand on revend sa RP,
il y a toujours, et encore, je ne sais pas pour combien de temps, mais l'exonération de l'impôt sur la plus-value, donc c'est très intéressant. Mais si on n'a pas prévu de la revendre ou pas tout de suite, ben, même si on a une plus-value latente, l'ARP, c'est un peu un passif. En tout cas, pour ce laps de temps-là, où on est en train de construire son indépendance financière, l'ARP, elle se comporte comme un passif jusqu'à ce qu'on la vende et qu'on encaisse. Donc dis-toi que tous les travaux que tu fais en ce moment, est-ce qu'ils augmentent bien la valeur de la maison du montant des travaux que tu fais? Des fois, c'est pas toujours le cas. Faut vraiment faire très attention à ça. On peut vraiment des fois se griller. Si tu mets une piscine à 30 000 €, des fois, ça augmente la valeur de la maison que de 10 ou 15 000 €. Faut vraiment faire attention à toutes ces choses-là. Donc ça, c'est la première question à se poser. Et ensuite, est-ce que je le fais cash ou est-ce que je le fais à crédit? Pour répondre à ta question, pour moi, ça dépend du montant des travaux. Si tu as 5 ou 10 000 € de travaux et que tu as 100 000 € devant toi, pourquoi pas les payer d'un coup? Je vais te dire ce que j'ai fait moi personnellement, parce que j'ai fait, d'abord j'ai acheté ma RP, j'ai fait beaucoup de travaux pour tous les travaux intérieurs et ensuite j'ai refait un crédit pour l'extérieur. J'avais 70 000 € de travaux à l'extérieur pour la piscine, un carport, des clôtures, enfin vraiment finir mon extérieur. Et à l'époque, j'ai pu emprunter à 1,2%, donc moi c'était vite vu, l'argent était gratuit, donc bien entendu j'ai emprunté. Aujourd'hui, faut faire attention parce que si c'est des travaux, donc le taux est plus haut que pour un achat immobilier et voir à combien tu empruntes. Si tu es à 3,5-4%, ça commence à faire haut. Donc il faut être sûr que toi en face, tu puisses placer l'argent que tu n'aurais pas mis puisque tu as emprunté dans un placement qui rapporte plus. Si tu es très discipliné et que tu sais que tu vas tout mettre en ETF en espérant un rendement de 9-10% sur le long terme, emprunter à 3-4%, ça me choque pas. Si maintenant tu vas emprunter à 4% et que de l'autre côté, tu laisses ton argent sur des livrets et que tu le places pas, là c'est une erreur. Donc voilà, j'espère que j'aurais été assez exhaustif sur cette question, mais voilà ce que je te dirais. Question 2. Comment tu faisais et comment fais-tu encore pour gérer les dépenses liées à tes filles, activités, loisirs, mode de garde quand elles étaient petites, études supérieures, etc. Est-ce que tu avais prévu un budget pour les dépenses qui les concernaient? As-tu prévu ces choses en amont ou t'organisais-tu autrement? Je vais te dire encore une fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit mon indépendance financière quand mes filles étaient encore petites, on va dire, et quand elles te coûtaient pas trop cher, parce que jusqu'à l'âge de 10 ans, on va dire, 10, 11 ans, les enfants ne te coûtent pas, enfin, de mon expérience en tout cas, moi j'ai eu des filles, donc te coûtent pas une fortune. Et tu vois, moi, la plus petite a eu 10 ans en 2018, donc au moment où je prenais mon indépendance, où je quittais mon ancien boulot. Donc à ce moment-là, j'avais pas trop budgété, tu vois, enfin, c'était dans le budget de la famille, si tu veux. Et par contre, j'ai toujours investi, mais comme tu le sais, que ce soit en immobilier, en bourse, dans mon business. Donc, je me suis toujours dit que j'ai toujours raisonné en surface patrimoniale, si tu veux. Plus que de me dire, ça c'est la poche pour les études supérieures, ça c'est la poche pour, je sais pas moi, passer son permis. J'ai raisonné en surface patrimoniale en me disant, faut que je fasse le maximum possible, et qui peut le plus, peut le moins, et j'aurai de l'argent. Après, je leur ai fait quand même une assurance vie pour enfants, où elles ont de l'argent dessus, mais ça, c'est vraiment leur argent, tu vois, c'est pas pour se payer le permis ou pour payer leurs études. Ça, je l'ai prévu de mon côté. C'est depuis qu'elles sont petites, alors au départ, elles avaient des livrets A, au tout début, hein, quand j'ai commencé, et quand j'ai commencé à comprendre que les risques que je prenais pour moi, je pouvais aussi les prendre pour elles, parce qu'elles avaient 25 ans d'avance sur moi, je leur ai ouvert une assurance vie pour enfants, et j'ai bombardé les ETF dessus. Donc, elles ont toujours leur assurance vie pour enfants à ce jour, ça c'est pour elles. Et moi, de mon côté, j'ai continué d'accumuler, faire du patrimoine, le plus que je pouvais de placement, en me disant, qui peut le plus, peut le moins, et le but était que ça génère de la rente pour pouvoir payer les études supérieures et tout le reste. Donc, comment dire? Tu peux faire des enveloppes après, si tu le souhaites, mais au final, le résultat est le même. L'idée, c'est de faire le plus d'argent possible pour que ce soit pas un problème. Parce que je le disais tout à l'heure, à partir de 12, 13, 14 ans, c'est vraiment là, tu vois, ces derniers temps où je commence à le sentir, à partir de 14, 16 ans, où forcément, des vêtements, des chaussures, les repas, tout ça coûte le prix des adultes, tu vois. Donc, bien sûr qu'il faut avoir anticipé ça et qu'il vaut mieux bien gagner sa vie. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai travaillé et mes revenus ont aussi explosé.
Et depuis que j'ai pris mon indépendance et que j'ai redémarré le marchand de biens, donc depuis 2019, 2020, c'est plus trop un sujet, quoi. Si tu veux, j'ai la chance que ce soit plus trop un sujet. Baptiste m'a bombardé. 3e question. Pour l'achat d'une voiture en daily, modeste, pour 10 à 12 000 euros maximum, plutôt achat cash ou à crédit? Alors à l'époque où j'avais mon entreprise de travaux publics et où ma voiture était un outil de travail, puisque je faisais des frais kilométriques dessus, je m'achetais toujours des voitures exactement dans ta gamme de prix, entre 10 à 15 000 euros maximum. Et l'idée, c'était de trouver la voiture qui faisait le plus patron français et qui soit la moins chère possible. Et c'est comme ça que j'avais réussi à acheter une Citroën DS5 full option extérieure, full cuir à l'intérieur, mais avec le moteur de 110 chevaux et la boîte Tiptronic là, avec le tout petit levier. Ça avançait pas. C'était tape-cul. C'était une merde cette voiture. Mais d'extérieur, j'arrivais en DS5, ça faisait patron français, quoi. Ça faisait pas... Parce que c'est toujours le truc délicat en France où je m'en souviens quand j'avais acheté une très très belle voiture en 2012, une BMW Série 5 E61 break, pack M, noir, vite teintée noire. Même arrêtée, on aurait dit qu'elle allait vite. Elle était incroyable. J'ai adoré cette voiture. Et quand j'arrivais en réunion de chantier, j'ai même un client qui m'avait dit ça va, ça ronfle chez ma boîte de TP de l'époque. Ça va, ça ronfle. Et le mec était arrivé quand même en Audi RS6. Et je lui dis, vous êtes sérieux, vous roulez en RS6, vous avez une voiture à 120 000 euros et vous venez me prendre la tête pour mon break diesel 2 litres à 26 000 euros à l'époque. Il dit, oh, monsieur Poncet, faut pas le prendre comme ça, ne vous énervez pas. Mais c'était quand même très très drôle d'entendre ça. Donc à la fin, je m'étais dit, il me faut des voitures qui me permettent d'avoir le minimum d'entretien possible, qui fassent patron français. Donc la première, j'avais acheté une 308 break. On n'était pas assez haut de gamme quand même, parce que je suis passé quand même de... Alors, j'ai une Laguna coupée entre-temps, mais je suis passé de la Laguna coupée, qui était très jolie pour le coup, à la 308. Et là, c'était même la différence. Mes gars m'avaient demandé si l'entreprise allait bien et si on n'était pas au bord de la faillite. J'ai dit non, j'ai juste acheté une caisse modeste parce que là, maintenant, je suis indépendance financière, je veux faire de l'oseille. Et quand je l'ai changé et que j'ai trouvé la DS5, c'était vraiment bien parce que voilà, ça faisait patron français, on était bien. Et patron patriote français, la main sur le cœur, et la voiture était pas chère. Enfin, j'avais payé 14 500 euros, je crois, et je lui ai mis 350 000 kilomètres. Donc, j'ai fait vraiment de l'oseille avec cette caisse. Et donc, à l'époque, j'achetais mes voitures cash, parce que je voulais plus de crédit pour des biens de consommation. Donc, moi, je te conseillerais plutôt, pour un passif comme une voiture, même si c'est un daily, un achat cash. Sauf si tu arrives à trouver un crédit pas trop cher. Tu vois, le dernier que j'ai acheté, c'est le Ford Ranger. J'ai eu un crédit à 2,9%. Et finalement, je voulais pas faire de crédit. Et je l'ai acheté à crédit parce que, vu les opportunités qu'on avait en ce moment, notamment en crypto, je préférais mettre mon oseille dans les investissements puisque je sais investir à 9% sur le long terme en ETF et à, Bitcoin, depuis qu'il existe, il a fait quasiment 40 ou 50% par an, si on lisse sur plusieurs années, plutôt que de les bloquer dans la voiture. Et j'ai le cash flow pour pouvoir payer le crédit tous les mois. Donc, voilà, encore une fois, réponse de Normand, je me mouille pas trop, tu vas me dire, hein, mais c'est les deux. Mais je vais me mouiller quand même. Achète la cash. Ouais, franchement, achète la cash, ne traîne pas un crédit qui va faire moche pour 10 000 balles. Tu vas aller à la banque, tu auras ça sur 3-4 ans, c'est un crédit pour pas grand-chose. Achète la cash. Question 4. J'avais adoré ton podcast « Cotisons pour la retraite dans 10 ans pour l'âge pivot » qui donne de vraies solutions. Merci à toi. D'ailleurs, tiens, je voulais vous en parler pour cet été, ça tombe bien, on va le faire au milieu du podcast. Au mois d'août, il y aura donc 2 épisodes d'Une vie de liberté, forcément, hein, tous les 15 jours. Et cette année, pour le coup, j'aurais bien aimé, pour la première fois depuis 6 ans, prendre des vacances sur Une vie de liberté. Ça, je pense que j'en ai besoin et que ça me fera du bien de vraiment couper pendant un mois. C'est ce que je fais avec les GI, hein, on enregistre les épisodes à l'avance. C'est ce que je fais avec Nouveau Départ. Pour le coup, avec Nouveau Départ, on fait pas du tout de podcast pendant un mois. Le mois d'août, on prend des vacances, il y a pas de contenu qui sort. Sur Une vie de liberté, j'ai quand même envie de sortir du contenu. Et Delphine, ma collègue de Richissime, Delphine Pinon, on en avait discuté une fois tous les deux, et elle fait des rediffs des fois à l'été. Elle fait des rediffusions de son podcast, et je m'étais dit, est-ce que ça pourrait être, ça vous plairait, pourquoi pas,
S'il y a un épisode que vous avez aimé particulièrement ou qui vous avait marqué, on le ferait pour 2 épisodes. L'idée, ça serait que pendant un quart d'heure, 20 minutes, je revienne sur l'épisode, dans quel état d'esprit je l'ai créé, pourquoi je l'ai fait, est-ce que mon avis il a changé depuis, je le réécouterai et je vous donnerai des infos par rapport à ce podcast. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais fait différemment? Est-ce que mon avis a évolué? Et ensuite, juste diffuser le podcast. Donc, on ferait pas de retour sur le podcast de la dernière fois, pas de news, pas d'intro. Vraiment juste moi qui reviens pendant un quart d'heure, 20 minutes sur ce podcast-là. Et ensuite, on s'écoute le podcast, juste la partie podcast. Dites-moi si ça pourrait vous plaire pour 2 épisodes. C'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, où je trouvais que ça pourrait être pas mal de faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça me permettrait de les enregistrer avant les vacances, justement, ces 2 épisodes, et de pouvoir prendre un mois de vacances complet. Et je vous avoue que ça serait assez cool parce que j'ai prévu des choses chouettes pour le mois d'août. Oh là là, si vous trouvez ça nul, j'aurai toujours du temps pour enregistrer un podcast, mais parce que j'y prends du plaisir. Mais je pense que ça pourrait être quelque chose de sympa à faire. Et notamment pour un podcast comme celui-ci que tu as bien aimé. Et je vous avoue que Une vie de liberté, on va approcher les 200 podcasts bientôt. Je sais même plus à combien on en est. Faudrait que je regarde d'ailleurs, ça serait rigolo. C'est bon, j'ai coupé Internet. Mais voilà, ça se trouve, c'est le 200e, celui-ci, et et je passe à côté. Je vais regarder, mais est-ce que j'ai un endroit où je le note? Passé un temps, je faisais le suivi des podcasts. On doit pas être si loin, hein. On doit être 197, 198, quelque chose comme ça. Donc, je me souviens pas de tous les podcasts. Quand on m'en parle, parfois, je m'en souviens. Mais en tout cas, s'il y en a un qui vous a marqué, même un podcast qui aurait 3, 4, 5 ans, pourquoi pas? Et je vous fais un petit retour dessus et on peut se faire ça si ça vous plaît. Si ça vous donne envie de réécouter un podcast avec son contexte de l'époque, avec des anecdotes, pas juste le rediffuser, bien entendu. Vous me direz. Donc Baptiste nous disait, dans ce podcast, tu parlais de la règle des 4% pour estimer le patrimoine financier nécessaire pour en vivre sans l'épuiser. Cette règle est aujourd'hui critiquée car jugée trop optimiste et réalisée sur seulement 30 ans de backtest, quand une retraite anticipée peut durer beaucoup plus longtemps. Quel est ton avis là-dessus ? Personnellement, je pense que cette règle est toujours valable si on a une bonne allocation patrimoniale et qu'on utilise davantage la partie sécurisée de son portefeuille en cas de crash et qu'on sécurise les plus-values latentes lors de marchés haussiers. Ce serait intéressant d'avoir ton avis là-dessus car je crois que tu as utilisé cette règle pendant un temps pour en vivre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, alors, je ne l'ai pas utilisée pour en vivre, Baptiste, cette règle. Je l'ai utilisée comme une vue de l'esprit, si tu veux. À l'époque où j'ai arrêté, j'avais à peu près, avec cette règle, 2000 € de cash flow, tu vois, qui venaient de l'immobilier, et à peu près un peu plus de 2000 € qui viendraient de la bourse. Donc, tu vois, 6 x 4, 24, ça veut dire qu'à peu près j'avais 600 000 € en bourse, en tout cas sur la partie vraiment ETF. J'avais encore des placements sur d'autres choses, mais vraiment sur la partie ETF. Mais en vrai, je l'ai jamais utilisé parce que quand j'ai quitté mon ancien taf, je m'étais démerdé pour toucher le chômage pendant 15 mois. Donc j'ai vécu là-dessus, j'ai touché 1800 balles par mois et comme c'était mon train de vie d'avant, j'ai continué à... Non, je touchais plus que ça, je touchais 2006 en vrai. Ah, c'était propre. Mais j'ai vécu avec 1008, donc rien qu'avec le chômage, je mettais encore de côté. Plus j'ai réinvestissé mes cash flows et ensuite après, le marchand de biens a vraiment démarré. Et j'ai même attendu 2 ans, tu vois, pour me payer sur les sociétés, histoire de faire plein de trésors. Donc je l'ai eu en boussole, si tu veux, en vue de l'esprit pour me dire, bah tiens, je pourrais vivre aujourd'hui avec 4000 € de cash flow, mais techniquement, je l'ai jamais utilisé. Et ce que je peux te dire, c'est que, en vrai, tu l'utiliseras jamais, à mon sens. Parce que même si un jour, imagine, tu arrives à 5 millions de patrimoine. 5 millions de patrimoine net, poussons le curseur à l'extrême jusqu'au bout. 5 millions d'euros de patrimoine net, full ETF. Donc là, règle des 4%, 5 x 4, 20. Tu fais 200 000 € par an, tu peux retirer 200 000 € par an. Là-dessus, si tu as l'imposition, c'est pas que de la plus-value, donc on va pas enlever 30%, imaginons qu'il y en a un peu sur le PEA, enlevons 20%. 2 x 2, 4, ça fait 160 000 €. 160 000 €, ça doit faire, si je ne m'abuse, 13 000 € par mois, quelque chose comme ça. Donc tu peux vivre avec 13 000 € par mois. Crois-moi, si tu as 5 millions d'euros de patrimoine, tu te contenteras pas de 13 000 € par mois, à mon sens. Tu voudras plus que ça.
Et si tu as été capable de monter à 5 millions d'euros de patrimoine, c'est que tu es capable de générer des leviers qui te permettent de gagner beaucoup plus. Et si tu as créé 5 millions d'euros de patrimoine, et c'est tout le paradoxe de l'indépendance financière, seuls les travailleurs y arrivent et seuls les vrais feignants sauraient en profiter sans rien faire. Donc si tu as su le faire, que c'est pas tombé du ciel, que t'as pas gagné à l'euro million, que t'as pas hérité, ben tu vas pas rester à rien faire. Tu sauras même pas faire. Tu le vois même moi aujourd'hui, vraiment je pourrais m'arrêter et ne vivre que des revenus de mon patrimoine et garder mon train de vie. Euh, ça marcherait, mais qu'est-ce que je ferais, tu vois? Enfin, on m'appelle tous les 2 jours pour me proposer une opportunité en marchand de biens. On m'appelle pour participer à des séminaires. On me réclame pour des coachings. On me réclame pour mon expertise sur plein de domaines avec la boîte enfin sur plein de domaines, sur des domaines financiers, hein, mais que ce soit de l'immobilier, de la bourse, sur de l'ingénierie patrimoniale, sur la boîte de consulting. Et ça me passionne, donc ça serait dommage de refuser. Donc pour te dire, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis toujours en phase de capitalisation. Je continue d'investir, je continue de gagner de l'argent et je continue de réinvestir beaucoup plus que ce que je gagne. Donc c'est une sorte de cercle vertueux et je pense que ça continuera toujours. Si tu as créé ta fortune grâce au trading, tu vas pas t'arrêter d'un jour d'en faire. Si tu l'as créé grâce à l'immobilier, je me vois mal s'arrêter d'en faire. Alors l'immobilier, c'est un peu plus contraignant, mais je vois mal ça. Si tu as créé ta fortune grâce à tes activités entrepreneuriales, même si tu vends ta boîte, tu vas toujours remonter quelque chose, une petite boîte de consulting, quelque chose. Donc, pour moi, la règle des 4%, elle n'est pas trop optimiste dans le sens où les belles années, tu prendras tes 4% et en cas de crack, bah, tu prendras rien. Et je pense que c'est aussi le secret d'avoir atteint l'indépendance financière comme je l'ai fait peut-être et comme beaucoup d'entre vous le font. C'est que bah voilà, quand tu as été habitué toute ta vie, en tout cas toute ta phase de capitalisation, à faire vivre une famille de 4 avec 1800 euros, 2000 euros, ben t'as pas été habitué au goût de luxe. Et quand tu commences à gagner 5, 10, 15, 20, 25 000 euros par mois ou plus, ben tu vas monter un peu ton train de vie. Voilà, mais tu vas peut-être le pousser à 3, 4 000 euros. Moi, enfin, très honnêtement, je pense que ça serait, enfin. Alors maintenant, il y a des voyages et les enfants ont grandi, mais dépenser plus de 4 000 euros par mois à la campagne, faut quand même y aller, quoi. Après, faut vraiment s'acheter des trucs, je veux dire, régulièrement tous les mois. Faut, à moins d'avoir plein de voitures à crédit, plein de trucs, mais faut vraiment commencer à booster, quoi. Donc pour moi, cette règle des 4%, elle est utile pour savoir où on se situe. Si tu te dis, j'ai toujours rêvé d'avoir 10 000 euros par mois en automatique, tu sais qu'avec 2 millions d'euros, si tu es en placement à 8%, par exemple, pour faire un peu plus réaliste entre ton immobilier et ta bourse, ça te fait 160 000 euros de revenus par an. Une fois que tu as déduit les impôts, si tu veux vraiment lever le pied, c'est à peu près ce qu'il faut viser, quoi. Si tu veux vraiment 10 000 euros par mois sans te soucier du lendemain et les manger, je veux dire manger vraiment 10 000 par mois, faut viser les 2 millions de patrimoine. Et si tu veux faire 5 000 par mois, peut-être le million. Et dis-toi que si tu gardes une activité entrepreneuriale à côté ou de la LCD par exemple, quelque chose que tu sais faire qui fait un gros cash flow, bah, avec 1 million déjà, t'es hyper bien en vrai. T'es vraiment, vraiment bien déjà. Je sais pas si ça sera toujours vrai dans 5 ou 10 ans avec l'inflation, mais aujourd'hui, t'es vraiment bien. À mon sens, voilà. C'est 1 million, c'est pas assez pour ne plus rien faire et mener une vie de millionnaire comme on imagine, mais tu peux mener, pour moi, un train de vie de cadre supérieur à la campagne avec 1 million d'euros bien placés sans travailler. Oui, là, ça fonctionne. Et donc Baptiste qui me dit merci beaucoup pour tes questions très terre à terre. N'hésite pas à élargir les sujets et le débat si le cœur t'en dit. Je pense que j'ai bien élargi. Merci en tout cas à toi Baptiste pour ta question, c'était top. Et merci d'avance, tu prends le temps de le traiter. Merci pour ton contenu de grande qualité que je suis depuis plusieurs années. Merci beaucoup à toi. Merci infiniment Baptiste. On va prendre un message d'Arnaud. Arnaud qui me dit salut Tony, c'est sûrement déjà trop tard pour demain, mais on sait jamais, voici ma question. Et Arnaud m'avait posé sa question il y a un petit moment. C'est pas trop tard vu que j'ai fait un paquet d'épisodes. Je suis salarié en CDI. Je souhaite créer une société pour faire de la formation pour les entreprises et ainsi et surtout être indépendant.
mais j'ai les études de mes 2 ados à assumer, 600 € par mois. Je peux faire une démission reconversion pour bénéficier du chômage pendant 18 mois et créer cette société. Mais pour mes droits à la retraite, je suis en carrière longue et si je suis au chômage plus de 1 an, je vais perdre ma carrière longue et donc partir à la retraite à 64 ans au lieu de 63 ans et 5 mois. On parle de 7 mois, Arnaud. Si je veux continuer de cotiser, il faut que je sorte 1 800 € bruts tous les mois sur ma future société dès le départ, ce qui me semble impossible. Donc j'ai plusieurs dilemmes. Créer ma société en dispositif démissionnaire, perdre mes droits à la retraite et financer les études de mes 2 ados pendant 18 mois et être indépendant et libre. Créer ma société en parallèle de mon CDI actuel, travailler doublement, financer les études de mes ados et sortir de mon CDI si ça marche. Ou ne rien faire du tout, rester en CDI et financer les études de mes ados, mais avoir un certain mal-être. Moi, j'ai pas envie de choisir, je te le dis tout de suite. Je rappelle que le but ultime de ce changement professionnel est d'être indépendant et plus libre, donc finalement, est-ce le bon moment ? Il faut peut-être que j'attende et que je ne sois pas égoïste. Si tu as d'autres stratégies, je suis preneur, Arnaud. Alors Arnaud, je sais pas quel âge tu as. Tu me donnes pas ton âge dans ton message, mais de mémoire, tu as autour de la cinquantaine. Donc là, le premier truc qui me choque dans ton message, c'est que tu es en train de t'inquiéter pour 7 mois de travail en plus à la retraite dans 15 ans. Ok, donc là pour moi, faut te prends pas la tête avec ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Si tu fais fortune avec ta société, tu prendras ta retraite à 55 ans peut-être. Donc voilà, moi ce que je te dirais c'est, et surtout pour ta retraite française, si tu fais partie malheureusement des gens qui y croient encore, tu vas déchanter. Et le taux de reversion à la retraite, ce sera 40%. Donc si tu as gagné 2 000 € ou tu vas avoir 800 balles. Et si tu as gagné 3 000 €, tu vas avoir 1 200. Donc, est-ce que ça vaut le coup de remettre en question ton rêve d'entrepreneuriat pour travailler 7 mois de plus pour toucher 1 200 balles hypothétiquement dans 15 ans ? Là, pour moi, tu es en plein défaut de perception et tu es en train de pas te mettre le focus sur les bonnes choses. Je peux pas te refaire toute la PNL, tout le triangle d'équilibre et tout le tableau des besoins dans un seul message. Mais ce que je peux te redire quand on en est là, dans ta situation, c'est qu'il faut pas mettre ton focus sur la perte d'aujourd'hui, mais mettre ton focus sur le gain de demain. Ça, c'est vraiment, vraiment hyper important. Parce que oui, aujourd'hui, tu as 600 € à sortir par mois pour financer la retraite de tes enfants. Et si tu n'as plus ton boulot, c'est 600 € de moins maintenant. Mais par contre, qu'est-ce que c'est le gain de demain si tu fais ça ? Le gain de demain, c'est d'être indépendant, d'être libre, de potentiellement gagner beaucoup plus que ce que tu sors maintenant. Et voilà. Et pour moi, aujourd'hui, cotiser 1 800 € brut tous les mois, pour hypothétiquement ta retraite, c'est quand on a une mentalité d'entrepreneur, après, tu vas sortir de ce schéma-là. Et bien sûr, tu vas cotiser beaucoup moins. Après, je peux pas te conseiller de prendre des risques aussi importants. Ça, c'est vraiment à toi de les mesurer. Moi, je t'avoue que j'ai toujours eu une âme d'entrepreneur et aujourd'hui, j'ai refait ma micro-entreprise, donc je recotise un peu pour la retraite. Mais tu sais, avec mes études d'ingénieur, j'ai attaqué de travailler à plus de 24 ans, quasiment 25 ans. J'ai fait 1 an à l'étranger. Entre-temps, j'ai eu 15 mois de chômage et je me suis payé que quasiment 1 an encore après ça. Donc moi, si jamais je voulais toucher ma retraite, il faudrait que je travaille jusqu'à 70 ans. Mais j'en ai même pas besoin de leurs 1 200 balles à la fin de ma vie ou 1 500 ou 2 000 €. Je les ai déjà fait maintenant à 43 ans si tu veux. Donc moi, ma retraite, pour le coup, elle est déjà faite. Donc je le vois avec mon point de vue. Mais je veux quand même t'inviter à prendre un petit peu mes lunettes et te dire que les promesses qu'on te fait aujourd'hui de retraite étatique, elles vont prendre quand même un gros coup dans l'aile et ça me paraît, comment dirais-je, trop surestimer leur importance pour conditionner tes choix d'aujourd'hui à une hypothétique retraite de demain. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, ce que je te conseille, c'est de prendre la voie du milieu. Quand je te dis pourquoi choisir, c'est toujours que c'est pas blanc, c'est pas noir, il y a toujours une voie entre les deux. Là, quand tu me dis il faut peut-être que j'attende et que je ne sois pas égoïste, à ton avis, tes filles ou tes enfants, elles ont, je crois que tu m'as dit mes filles, elles ont envie d'avoir 2 ados. Bon, en tout cas, tes 2 enfants, ils ont envie d'avoir un père heureux, épanoui. Dis-toi que les enfants, ils apprennent par mimétisme et
quelle image tu as envie de leur envoyer? Est-ce que tu as envie de leur envoyer l'image de quelqu'un de résigné, qui continue à faire un boulot qu'il déteste jusqu'à la retraite parce que il prend pas ce risque? Ou est-ce que tu as envie de leur donner l'image de quelqu'un qui veut être libre et heureux, ou en tout cas qui fait des choix forts pour y arriver? Donc c'est ce que je veux te dire. Et finalement, être égoïste, est-ce que c'est pas justement ne pas passer à l'action et ne pas leur montrer ça? Et justement, si tu passes à l'action, si tu y arrives et si tu deviens libre, heureux, indépendant, c'est ça être généreux, parce que tu vas leur montrer que c'est possible, et c'est bien plus puissant que de leur enseigner tout ce que tu veux, que de leur montrer le chemin. Donc, j'essaye de t'offrir une autre perception là-dessus. Donc pour moi, le bon moment, c'est toujours maintenant. Après, faut pas faire n'importe quoi. Il faut le faire comme il faut. Peut-être que, en tout cas moi, si j'étais toi, c'est ce que je ferais. C'est ce que j'ai fait quand j'ai quitté mon boulot. J'ai monté ma société de marchand de biens en parallèle de ça. J'ai commencé à côté. Et comme ça, tu peux lâcher une branche quand tu sais que l'autre, elle fonctionne. Donc pourquoi pas demander, par exemple, du télétravail dans un premier temps, pour que tu puisses commencer à travailler dessus chez toi. Pourquoi pas demander un 80%? Comme ça, tu as une journée par semaine où tu peux te consacrer à ta boîte. Et pourquoi pas essayer de passer après à 60% ou à mi-temps. Et progressivement, de lâcher le truc pour te faire une clientèle. Et tu vois qu'il y a vraiment une voie du milieu. Donc je pense que tu avais déjà vu la chose. Créer ta société en parallèle de ton CDI actuel. Plutôt que de travailler doublement, pourquoi pas accepter de perdre? Dis-toi que c'est toujours le cas. Tu peux pas viser, tu peux pas avoir une croissance linéaire comme ça, ou alors même exponentielle toute ta vie. Notre revenu, il croît parfois comme la bourse. Sur le long terme, il croît, mais il y a des moments où il va baisser un petit peu. Et ça, il faut l'accepter. Tu sais, moi, quand je suis passé de mon ancien boulot, une fois que tu avais mis ce que je gagnais, plus les frais kilométriques, plus les à côté que tu peux avoir dans ce travail-là, tu vois, donc essentiellement la voiture, les frais kilométriques, je prenais plus de 6 000 € par mois, et j'ai lâché un boulot comme ça pour 2 600 € de chômage et mon cash flow. Donc il y a un moment, forcément, où j'ai perdu du revenu avant de regagner mon ancien revenu et le dépasser par la suite. Donc il y a forcément un moment où il va falloir prendre ce risque, et la meilleure façon de prendre ce risque sans trop se brûler les ailes et sans trop se faire peur, c'est de lâcher la branche quand t'en tiens une autre. Donc voilà ce que je te conseillerais de mon côté, c'est de démarrer cette société de formation pendant que tu es encore dans la première, et de demander d'abord un 80%, puis un 60%, puis un mi-temps, et de basculer progressivement. Mais voilà ma vision des choses, Arnaud. N'hésite pas à me faire ton retour, et merci encore à toi. Et on va prendre un message de Benjamin. Benjamin qui me dit « Bonjour tonton, je t'écris car je suis en profession libérale et je possède 51% des parts de ma société. J'ai 2 associés, un qui a 39% et un à 10%. Celui à 39% va partir et je souhaite reprendre ses parts. Cependant, je suis endetté RP et investissements divers, et j'aimerais savoir s'il y a une possibilité de racheter via la société et non par mes deniers perso ses parts. La structure est une SARL, j'ai un compte courant d'associé mais qui n'a rien dessus. Oui, donc t'as un CCA qui est vide, quoi. Et je l'ai récupéré pour investir sur d'autres projets, je te remercie. Ok, Benjamin. C'est une question qui ira bien mieux à un avocat fiscaliste que moi. J'ai pas réponse à tout, les amis. Mais on va réfléchir là-dessus. Je m'en rappelle quand j'avais eu ton message, quand je l'avais lu, j'avais déjà commencé à réfléchir, parce que j'ai eu quelque chose qui s'est un peu rapproché de ça. Sur une de mes sociétés, on était 4, et j'ai un investisseur qui a souhaité partir et retirer ses parts. Et donc, on avait du cash, et c'est la société qui lui a racheté les parts. Donc ça, je vais pouvoir t'en parler. Donc l'idée déjà, dans un premier temps, c'est de valoriser la société. C'est combien ça vaut. Et ça, c'est vraiment la base. Donc là, il te faut, suivant les cas, et ça, je t'invite vraiment à avoir un avocat en droit des sociétés, ton avocat fiscaliste, parce que là-dessus, j'ai pas la science infuse. Et moi-même, si j'ai une question comme ça, je vais dire allô maître Cos, et je vais appeler mon avocat fiscaliste, qui saura me répondre à tous les coups. Mais la première chose qu'il faut faire, donc, c'est déjà valoriser les parts de la société. Donc moi, les fois où je l'ai fait, c'était avec un commissaire aux apports. Je l'ai fait 2 fois. Donc tu peux racheter les parts, enfin la société peut racheter les parts de celui qui part, mais c'est vraiment très très encadré. Ça s'appelle une réduction de capital. La société va réduire le capital social des parts de l'associé, et donc lui payer ses parts. Donc ça, de mémoire, il faut vraiment respecter
du formalisme, c'est vraiment très très encadré. Il faut que la société elle ait les fonds propres à dispo, ou alors qu'elle puisse emprunter pour racheter les parts de l'associé qui s'en va. Mais ça, en général, c'est quand même pas bien accordé. Et enfin, c'est pas bien accordé. C'est pas facile à faire passer. Bien sûr, pour faire le rachat de parts, il faut que tu aies les fonds propres disponibles sur la société, ou alors que tu puisses faire un financement bancaire, mais c'est pas toujours accordé. Et il y a aussi le fait que, comme les 39% des parts vont être payées par la société pour que l'associé puisse sortir, en fait, finalement, les parts, elles vont aller au prorata des autres associés. Bien sûr, pour faire ça, pour racheter, que la société rachète les parts de ton associé, il faut qu'elle ait les fonds propres disponibles, ou alors qu'elle finance, qu'elle fasse un petit emprunt. C'est pas toujours facile. Et donc, le capital, après, va être réduit, et les parts des associés vont se répartir au prorata. Les parts de l'associé qui part vont se répartir au prorata sur les parts de ceux qui restent. Donc, toi, c'est pas que toi qui vas racheter ces 39%. Si c'est la société qui les rachète, toi, tu vas récupérer la majeure partie de ces parts, et l'autre associé va en récupérer une partie au prorata de chacun. Donc là, il y aurait pas que toi qui rachètes, l'autre associé va monter, tu vas peut-être te retrouver avec, je sais pas moi, 85% des parts, et l'autre associé, il va passer de 10 à 15%. Ensuite, si ton statut le permet, parce que par exemple, je sais que les pharmaciens doivent détenir leur part de pharmacie en perso. J'espère que je fais pas trop de raccourcis là non plus, mais tu peux pas détenir tes parts de pharmacie via une holding, ou alors c'est très encadré, mais c'est vraiment pas facile. Donc là, si tu voulais racheter ces parts avec une société holding, c'est quelque chose qui se fait très bien, ça s'appelle un LBO, en levant de la dette, un leverage buyout, tu vas lui racheter ses parts à travers une société holding. Il faut juste que ce soit compatible avec l'activité que vous exercez. Comme tu es en libéral, je ne sais pas ce que c'est l'activité que vous faites, mais il faut que ce soit compatible. Et donc, ça aussi, ça fonctionne. Après, c'est pas toujours facile, hein. Surtout que tu vas racheter qu'une petite partie. Donc, la société, elle aura finalement 3 associés, toi en nom propre, une holding avec toi à la tête et l'autre associé. Moi, j'ai peur que les banques trouvent ça compliqué. Mais après, à voir, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Donc pourquoi pas. Bien sûr, là, l'avantage, c'est que tu t'endettes pas en direct en perso. Tu détiens les parts au travers d'une société holding, et le banquier va raisonner sur ce projet-là. Donc voilà ce que je te conseillerais. Et bien sûr, la dernière partie, c'est de les acheter en nom propre. Mais ça, effectivement, c'est pas facile. Il me manque un peu d'infos, hein, pour vraiment t'expliquer là-dessus, Benjamin. Mais voilà, grosso modo, à mon sens, ce que tu peux faire. Et moi, j'ai déjà fait des LBO pour acheter une entreprise, mais on avait racheté la totalité de l'entreprise, donc c'était passé quand j'ai acheté ma boîte de TP. J'ai déjà, avec Ben, racheté ma première boîte, AB Investissement, et ma SCI avec mes holdings, donc on les a fait valoriser, mais on les possédait en nom propre. On a acheté ces 2 sociétés avec nos holdings. Donc là aussi, il y a eu un commissaire aux apports. Et j'ai fait une réduction de capital sur une SCI où j'ai un associé qui est parti. On avait de la trésor sur la SCI, on a fait valoriser l'entreprise, et on a payé l'associé avec les sous de la SCI. Et ensuite, on était à 1/4 chacun, on s'est retrouvé à 1/3 chacun, les autres associés. Donc voilà ce que je peux te dire là-dessus, et je te conseille vivement de ne pas demander que à Tonton Mindset, mais d'aller voir un avocat en droit des sociétés. On va prendre un message de Marie. Marie, elle me dit « Salut Tony, j'espère que tu vas bien depuis la dernière parenthèse qu'on a fait ensemble. Je me rappelle bien de toi, Marie, et j'espère que tu vas bien aussi. Je viens de voir que je suis à la bourre pour ma question. Tu as peut-être déjà enregistré le podcast, mais tu pourras t'en inspirer, ou peut-être que tu l'as déjà traité. » Tu vois, j'aurais fait 4 épisodes avec toutes les questions. Je suis comme toi, j'aime avoir beaucoup de projets différents, ça me booste. Mais comment faire pour avoir l'impression de faire avancer les choses, de ne pas prioriser une activité plutôt qu'une autre? Tu en parlais justement dans ton dernier podcast en disant « Quand je vois que l'immobilier prend trop de place, je régule. As-tu des tips concrets ?» Surtout, je suis en pleine structuration pour quitter le salariat, donc je dirais que je suis partagé entre tout quitter maintenant et foncer, ou construire petit à petit, car mon équilibre pro-perso est acceptable actuellement. Et donc forcément, je veux que tous mes projets soient à 100% pour quand je passerai de l'autre côté. Voilà ma tempête intérieure du moment. Merci en tout cas, et certainement à bientôt dans un mastermind. Merci à toi, Marie. Merci beaucoup pour ton message. Et je suis ravi d'avoir de tes nouvelles. Donc, pour répondre à ta question, sans te refaire toute la PNL,
Tu sais, j'ai passé beaucoup de temps à l'époque quand j'ai fait mon accompagnement PNL, quand j'ai compris comment ça marchait et quand j'ai même décidé de créer une société avec Nouveau Départ avec Fabien pour enseigner tout ça tellement ça m'avait percuté. Il y a un outil qui est exceptionnel, c'est le tableau des besoins qui te permet de savoir à quel besoin répondre pour être heureux. Parce qu'on part du principe qu'on ne peut pas être heureux en tout temps et en tout instant si on ne répond pas à ses besoins. Donc, j'ai commencé par là, à faire mon tableau des besoins. Qu'est-ce que j'ai besoin pour être heureux matériellement? Qu'est-ce que j'ai besoin pour être heureux dans mes relations? De quoi j'ai besoin pour être heureux intellectuellement? De quoi j'ai besoin pour être heureux spirituellement? Et quels rêves j'ai envie d'atteindre? Et une fois que j'ai écrit tout ça, je me connais bien et je sais à quel rêve je dois répondre. En tout cas, pardon, à quel besoin je dois répondre. Et donc, moi, j'ai un gros besoin de temps, de liberté. Donc, j'évite de travailler. J'essaye de travailler une demi-journée vraiment par jour. Et d'ailleurs, ce dernier mois de juin a été mouvementé parce que j'ai travaillé bien plus que ça et j'ai travaillé tous les jours ce mois de juin. Mais voilà, c'était pour la bonne cause parce qu'on avait plein d'événements. Donc, tout est chouette, tout pris indépendamment est chouette. Mais au bout d'un moment, tout mis ensemble dans la marmite, j'avoue que ça fait beaucoup. Et là, j'ai pris la décision, après le Mastermind Equinox, donc entre le 7 juillet et le 31 août, je prends 2 mois de vacances. Donc voilà, j'aurai toujours un peu les réseaux sociaux, mais que ce soit sur le marchand de biens, sur les activités Internet, j'ai pris beaucoup d'avance, à part une vie de liberté, justement, je vous en parlais tout à l'heure, où je me suis gardé que ça, mais hormis une vie de liberté, sur les Gentlemen Investisseurs, sur Nouveau Départ, tout est enregistré et ce sera des vacances. Donc, je sais que j'ai besoin de répondre à ce besoin pour être heureux. Et quand j'en prends trop, temporairement, je respecte pas ce besoin parce que je me retrouve beaucoup à travailler et ça va saboter mes relations avec ma famille. Je suis moins présent, mes activités, mes besoins intellectuels parce que voilà, j'ai moins de temps pour me former, j'ai moins de temps pour faire un petit peu toutes les choses que j'aime, apprendre, comprendre, transmettre. Donc, ça doit être uniquement temporaire, toutes ces choses-là. Donc, une fois qu'on a dit ça, voilà un petit peu ma boussole, si tu veux, que je regarde. C'est toujours une histoire de curseur parce qu'on a vite fait de déraper. Il faut être très, très vigilant. Donc, je pars du tableau des besoins, de quoi j'ai besoin pour être heureux, pour pas courir après des chimères. Et pas me dire, je veux 50 000 euros de cash flow par mois si je sais que j'en dépenserai pas 10%, et me faire une maladie pour gâcher des belles années à travailler comme un fou si j'en ai pas envie. Bien sûr que je veux gagner le plus possible, mais toujours avec une écologie, on va dire, pas au sens du respect des arbres, même si je respecte les arbres, mais une écologie de mon environnement, vraiment au sens constructiviste, que je respecte mon propre environnement dans lequel j'évolue. Donc ça va être très très important. Maintenant, concrètement, comment je fais? Aujourd'hui, j'ai plusieurs sociétés qui m'occupent, notamment AB Investissement, ma société de marchand de biens. Donc, chaque année, pour la société de marchand de biens, je vais faire un rendez-vous avec Ben et bien entendu mes deux sociétés foncières les deux sociétés foncières que j'ai avec Ben parce que ça va ensemble. Donc, on va se voir tous les deux pour notamment ces 3 sociétés et on se fixe des objectifs en début d'année. Donc là, déjà à mi-2025, on est en train de réfléchir pour 2026. Qu'est-ce qu'on veut faire? Combien de lots on veut racheter ou pour combien de montants? Qu'est-ce qu'on se fixe? Est-ce qu'on se dit qu'on emprunte 300 ou 400 000 euros sur les foncières ou 500 000? Et en marchand de biens, qu'est-ce qu'on vise? Donc en général, on vise toujours à peu près 1 million de CA à 30% de marge. C'est à peu près ce qu'on vise. Donc, on sait que ça va nous faire entre 3 et 4 opérations pour arriver à faire ça. Ensuite, on parle de la société de consulting. On se dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait cette année? Combien on fait de vlogs chaque mois? Combien d'épisodes d'une vie de liberté on va faire? Combien de formations on décide de sortir cette année? Quels vont être les thèmes? Et encore une fois, là, on charge pas trop la mule. Et combien de mastermind on fait? Donc, on voulait faire un seul mastermind marchand de biens. Aujourd'hui, on en a fait 2 parce qu'il y a vraiment une vraie demande. Et maintenant qu'on a nos bureaux, c'est très, très confortable. On bouge pas de chez nous, les gens viennent à nous. Et ça, c'est fantastique. Ça nous demande beaucoup moins d'organisation. Et on fait le mastermind trail. Donc voilà, on le met dans le calendrier. Je fais la même chose avec Yann pour les Gentlemen Investisseurs. Là, au moment où je parle, on est en juin 2025. Le calendrier de 2026 est déjà booké. Et donc, si tu veux, quand je fais mon calendrier 2026, je vais peut-être commencer par ça. Je commence déjà par regarder quelles sont les dates des vacances scolaires. Donc, je marque toutes les vacances scolaires des enfants pour être sûr d'être disponible pendant ces moments-là. Ensuite, comme je suis en garde alternée pour mes enfants, je marque toutes mes semaines de garde pour être sûr que les semaines où j'ai mes enfants,
je prends le moins d'événements possible, ou en tout cas des masterminds comme le mastermind marchand de biens, où là, je sais pas si j'ai pas dit division foncière tout à l'heure, c'est trop d'habitude, mais comme le mastermind marchand de biens, que je prends une semaine où j'ai mes enfants parce que je suis vraiment à domicile. Donc je vais caler d'abord toutes les vacances des enfants et toutes les semaines de garde. Et ensuite, j'entoure toutes les semaines où je suis disponible. Et là, je vais rentrer tous les événements que je fais avec Ben, donc les 2 masterminds marchands de biens plus le trail. Je vais rentrer tous les séminaires que je fais avec Yann, donc le surf, la rando. Et aujourd'hui, c'est chouette parce que Hello peut venir avec moi en séminaire, donc c'est des activités qu'on peut aussi partager ensemble. Je vais voir avec ma 3e boîte, donc Nouveau Départ, avec Fabien, les 2 coaching intensifs Nouveau Départ, quand est-ce qu'on les fait aussi sur l'année. Et donc comme ça, 6 mois avant que l'année commence, j'ai déjà ma feuille de route pour l'année d'après et je peux la regarder objectivement en me disant est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas trop. Et donc avec Yann, comme avec Benjamin, 6 mois avant, on va se dire ok, on maintient notre rythme d'un épisode de podcast par semaine. Avec Fabien, la même chose. Qu'est-ce qu'on sort comme formation cette année ? Est-ce que ça fait pas trop ? Et en général, aujourd'hui, on sort maintenant une formation par société par année et la plupart du temps, ça suffit largement. Donc, si tu veux, une fois que j'ai fixé tout ça, je peux mettre tout dans la marmite et voir si ça fait pas trop. Et ensuite, je suis très organisé avec Yann, Fabien et avec moi-même. Je cale mes épisodes mes heures de tournage 6 mois à l'avance. Donc 6 mois à l'avance, je sais quel jour je vais tourner Une vie de liberté, à quel moment de la journée. 6 mois à l'avance, je sais quand je me vois avec Yann, enfin c'est par visio, mais quand on fait en visio avec Yann pour tourner les Gentlemen Investisseurs. 6 mois à l'avance avec Fabien, je sais quand on prend une demi-journée pour tourner les épisodes de Nouveau Départ. Donc voilà comment j'arrive à réguler toutes ces activités avec énormément d'organisation pour que ça me prenne hors imprévu, on va dire en moyenne entre 2 et 3 heures par jour. Et après, il reste 2 à 3 heures pour les imprévus. Et donc, comme ça, j'arrive à travailler normalement, quand tout va bien, une demi-journée. Après, des fois, comme le mois de juin, ça tombe, il y a beaucoup d'événements. Mais après, juillet, août, je prends du repos et juillet, août, pour le coup, j'ai vraiment plus grand-chose. Là, je suis vraiment en vacances, j'ai rien du tout. Mais voilà comment je fais, parce que j'adore avoir différents projets. Je suis quelqu'un qui s'ennuierait très vite dans une seule activité. J'ai besoin pas de passer d'une chose à l'autre toutes les 10 minutes, mais de passer d'une chose à l'autre chaque jour. J'aime bien un jour être dans Une vie de liberté, être dans ce podcast, vous faire le contenu que je suis en train de vous faire en ce moment. Et puis hier, j'ai fait Nouveau Départ, j'étais à fond dedans. Et demain, ça va être la préparation du mastermind marchand de biens, repasser dans une logique 100% marchand de biens. C'est vraiment des choses qui me plaisent, pardon. Et ensuite, pour vraiment la partie immobilier, quand ça prend trop de place, tu vois, typiquement, ce qui nous a pris le plus de place cette année, ça a été la construction de nos bureaux. J'étais loin de m'imaginer que la construction des bureaux nous prendrait autant de temps pour les finitions, pour tout. On avait gardé, pour le coup, très peu de choses à faire nous-mêmes. Les dalles du showroom, un petit peu les moulures à l'entrée, et puis le déménagement, bien sûr. Mais finalement, on y a passé des heures et des heures. Donc, forcément, l'année prochaine, j'aurai plus ça, donc ça me prendra vraiment beaucoup moins de temps. Mais après, voilà, j'essaye d'être en marchand de biens le bon feignant. Je vise les affaires où j'ai pas trop de travaux, où j'ai pas trop de suivi. Et je mise vraiment, et c'est ce qu'on apprend à faire aussi au Mastermind Marchand de Biens, sur mes forces. Et mes forces, aujourd'hui, je les connais. Par exemple, c'est la négociation. Je suis quelqu'un d'extrêmement patient. Et là, on vient de signer une très, très belle opération où j'ai divisé le prix par 2. On était affiché à plus de 400 000 euros sur le Bon Coin et j'achète un tout petit peu plus de 200 000 euros. Enfin, on achète avec Ben, bien entendu. Et ça, c'est parce qu'on a fait une négo qui a duré presque 8 mois. Et je sais que dans ce domaine-là, je suis bon. Et c'est comme ça que je vais aller créer ma valeur. Donc, l'idée, c'est de bien se connaître et savoir comment tu peux créer ta valeur. Et pour ne pas te perdre. Et typiquement, moi, là où j'ai aucune valeur, c'est dans la gestion locative de mes biens. D'une part, je déteste ça. Et d'autre part, je le fais mal, donc je préfère la déléguer et garder mon temps pour là où j'ai vraiment de la valeur ajoutée. Ça serait peut-être ça le dernier tip que je peux te donner, Marie, c'est d'identifier tes vraies forces et tes vraies faiblesses. Moi, je sais que la gestion locative, c'est une vraie faiblesse chez moi. Du coup, je l'ai délégué, j'en fais pas. Le suivi des travaux, c'est une vraie faiblesse chez moi. J'ai pas la patience.
ou je le délègue à notre maître d'œuvre, ou j'essaye de trouver des affaires où il y a le moins de travaux possible. Voilà un petit peu ma logique, tu vois, pour ne pas encore ramer contre le courant, mais plutôt aller avec le flow. Voilà ce que je te dirais. Donc, merci à toi, merci beaucoup Marie pour ton message. Et au plaisir d'avoir encore de tes nouvelles. Question de Maxime. Salut tonton, cette demande de Allô tonton tombe au bon moment, car je me pose une question en ce moment quand je vous entends avec Yann parler d'immobilier. Vous évoquez en permanence une renta entre 10 et 15%. Je ne sais pas si c'est lié à votre zone géographique, mais vers chez moi, quand j'arrive déjà à 10%, c'est du bonheur. Penses-tu que certaines régions sont condamnées à ne pas atteindre ces rentabilités-là, sauf avec de la LCD ? Pour information, ma zone de prédilection est l'axe Lyon-Chambéry. En espérant que tu pourras répondre à cette question, Maxime. Alors, mon petit Max, il faut pas te résigner si tu vas par là. Moi, dans ma ville, la ville où je suis quasiment né, la ville où j'habite depuis que je suis né, les biens sont affichés sur le Bon Coin entre 5 et 6%. Et moi-même, je viens d'arbitrer un de mes appartements qui était fini de payer, sur lequel j'avais plus de crédit. Je le vends, tiens-toi bien, si je fais la renta brute, c'est-à-dire les loyers multipliés par 12 divisé par le prix du bien avec les frais de notaire, je le vends à 4,5%. Donc, j'ai des gens qui achètent chez moi des appartements pour du locatif à 4,5%. Voilà. Et pour autant, tu vois, là, j'en parlais tout à l'heure, dans une dizaine de jours, non, même pas dans une dizaine de jours, dans 3 jours, et parce que j'achète en marchand bien et je me revends de l'eau. Mais avec l'OP que je fais, celle dont je viens de parler, où je coupe le prix en deux, je me débrouille pour m'acheter un local commercial et un appartement à 11% de rentabilité. Et donc, je sais que dans ma ville, je trouverai quelqu'un qui prendra ses biens à 6-7% finalement. Donc, tu te doutes que j'ai une plus-value latente qui est ouf sur ces biens-là, et j'ai du 11% brut en location longue durée et en location commerciale. Donc, je peux pas te dire que c'est impossible parce que je suis typiquement dans une petite ville de province extrêmement patrimoniale où ce genre de biens, ce genre de renta ne sont pas censés exister. Mais la renta, elle se crée. Si acheter de l'immobilier, ça consistait juste en faire des offres au prix sur le Bon Coin et acheter au prix, en vrai, ça serait, tu t'en doutes, ça serait trop facile. Donc, le but, c'est pas de faire 10 opérations dans l'année, c'est d'en faire une, mais d'en faire une très très bonne. Donc, il faut repérer les biens où tu peux avoir de la négo, tu peux avoir plein de raisons d'avoir de la négo. Un vendeur qui est pressé, un bien où il y a des cassos dedans, tu vois, ça a été mal loué par exemple. Voilà, vous m'excuserez du terme, mais c'est la réalité. Tu peux avoir un bien où il y a des travaux, tu vois, qui est en F ou en G, qui va plus être louable, le propriétaire est trop vieux ou en a marre, il veut pas faire les travaux. Toi, tu vas faire ces travaux-là. Et là, tu peux aller négocier. Donc, en plus, sur l'axe Lyon-Chambéry, franchement, il y a quand même de quoi faire. Je pense vraiment que tu peux trouver. Tu dois avoir des villes comme Bourgoin-Jallieu au milieu où tu dois pouvoir trouver de la renta. J'ai encore 2 copains, je crois François, qui me disait qu'il avait trouvé un local à 9% quasiment sans négo. Donc, tu dois pouvoir trouver. Après, bien entendu, si tu chopes du 15% à la campagne, c'est une renta qui se paye. Elle va se payer par le public. Tu verras que tu auras des locataires qui seront beaucoup plus difficiles quand même. Donc, moi, mon secret, je sais pas s'il y a un secret, mais en tout cas, ce que j'essaye au maximum de faire, c'est de viser des biens qui seraient à 6-7% de renta dans une ville patrimoniale, donc où je sais que je vais avoir des bons locataires qui payent, où ce sera joli, et me débrouiller pour négocier. Donc, je te dis pas que ça marche à tous les coups, ça marche peut-être une fois sur 5 ou une fois sur 10. En marchant bien, c'est la déformation de mon métier aussi, c'est qu'on a l'habitude de prendre des portes. On a vraiment l'habitude de recevoir des noms toute la journée, donc ça nous fait pas peur de visiter 100 fois pour faire une OP, quoi. Ou au moins 50 fois, en tout cas. Aujourd'hui, je te dis ça, au début, ça nous faisait pas peur. Aujourd'hui, on visite beaucoup moins parce que les OP arrivent et elles sont déjà intéressantes. Donc, on visite peut-être 15 fois pour en faire une aujourd'hui. Voilà. Parce que les OP arrivent quand même, sont relativement plus intéressantes. Elles ont déjà été un peu filtrées, sauf ce qu'on trouve sur le Bon Coin. Mais voilà, moi, ça m'affole pas de visiter, faire des offres. Je m'en fous d'acheter ce qui passe. Je veux acheter vraiment avec la renta. Donc, ce que je te conseillerais, Maxime, c'est de ne pas te désespérer. Continuer. Bien sûr, élargis ta zone géographique, mais
Des fois, vaut mieux, si tu arrives à trouver du 10% vers chez toi sur un truc qui est pas mal, qui est patrimonial, c'est vraiment déjà pas mal. Faut vraiment en profiter, quoi. Donc voilà ce que je peux te dire. Merci à toi, Maxime. On va prendre une question d'Émilie. Émilie, elle me dit « Salut Tony, merci pour ton invitation à partager nos questionnements. Je suis peut-être un peu en retard pour te répondre, désolé, mais je me dis que ma question pourrait peut-être nourrir un prochain épisode d'Allô Tonton, on ne sait jamais. Voici ce qui me travaille en ce moment. J'ai une vie qui, sur le papier, est magnifique. Je suis marié, mère de 3 enfants, entrepreneur, je vis dans un lieu de rêve. Nous travaillons énormément, mon conjoint et moi, et le temps de famille est précieux mais limité. Depuis quelque temps, je ressens un besoin profond de ralentir, de faire moins mais mieux. Pourtant, malgré tout ce que j'ai, une voix en moi continue de pousser. Ce n'est pas assez. Pas assez de qualité, pas assez d'impact, pas assez d'alignement. J'ai ce désir permanent de m'améliorer, d'aller plus loin, plus haut. Pas forcément en termes financiers, mais en quête de sens, d'accomplissement. Et là, je doute. Suis-je une éternelle insatisfaite, incapable de savourer ce que j'ai ? Est-ce un manque de gratitude pour la vie incroyable qui m'est offerte ? Est-ce que je serai un jour heureuse à la hauteur de mes espérances ? Ou alors, est-ce une quête noble que je dois honorer, celle de suivre mes rêves et d'écouter cette envie d'élévation intérieure ? Bref, suis-je en train de m'égarer ou suis-je sur le bon chemin ? Merci d'avance pour ton regard éclairé. À très vite, Émilie. Déjà, merci beaucoup à toi, Émilie, pour ton message, pour t'être livré. Il est dense, il est riche, ce message, il y a énormément de choses. Donc, après avoir fait 4 ans de PNL, avoir créé une entreprise dans ce domaine et aider des gens à aller mieux, ne compte pas sur moi pour te dire oui, tu dois vivre comme ça, résigne-toi et continue à travailler. Non, je te dirai pas ça. Une fois de plus, on le voit, tu as une vie sur le papier qui est magnifique, marié, mère de 3 enfants, entrepreneur, tu vis dans un lieu de rêve, tu gagnes très bien ta vie, et pourtant, tu ne ressens pas ça. Et dis-toi qu'en PNL, tu sais ce qu'on dit, la base de la PNL, c'est ça. Notre ressenti, ce qu'on ressent au fond de nous, nos sentiments ne mentent jamais. Notre système limbique, c'est la seule source d'information sur laquelle on n'a pas la main. Tu peux pas te réveiller un matin en te disant tiens, je serais bien stressé ce matin, tu vois. Si tu es heureuse, et si tu te réveilles stressé un matin, tu vas pas te dire d'un coup, ah tiens, je vais être heureuse maintenant. Non, si tu es stressé, il y a une raison, tu peux pas changer ton émotion comme ça. Et donc notre ressenti, il dépend pas de la situation en elle-même, mais il dépend de notre perception de la situation. Et là, toi aujourd'hui, tu as une vie sur le papier qui en ferait rêver beaucoup, mais pourtant tu la perçois pas de cette façon. Et aujourd'hui, tu ressens ce besoin de ralentir, de faire moins, de plus profiter, mais en toi, tu as ce moteur qui te dit c'est pas assez, faut y aller, faut continuer. Et dis-toi que ce que tu ressens, ce moteur, c'est le moteur qui t'a construit. Et moi aussi, le moteur qui m'a construit, ça a longtemps été un esprit de revanche. Je raconte pas tout sur Une vie de liberté, mais j'ai eu des revanches à prendre dans la vie et j'ai voulu faire fermer des gueules, comme on dit. Et cet esprit pour réussir de revanche et de vouloir faire fermer des gueules, il a été extrêmement puissant chez moi. Sauf qu'il y a un moment où les gueules que j'ai fait fermer, elles sont fermées et tu te retrouves un jour où tu te dis mais en fait j'ai la gueule de plus personne à faire fermer, donc qu'est-ce que je vais faire de toute cette rage de vaincre, de toute cette énergie ? C'est là où il faut savoir lui dire merci pour tout ce qu'elle t'a apporté et aussi la laisser partir parce que c'est le genre de moteur qui peut te détruire si tu as atteint tout ce que tu voulais. Continuer à pousser la voiture en sur-régime, même une Ferrari, si tu continues à la pousser au-delà de 280 ou 300 km/h, je l'ai jamais fait, même pas sur l'autobahn, tu vas casser le moteur au bout d'un moment. Donc, il faut savoir ménager même une voiture de rêve, même une Ferrari. Donc, c'est là où il faut que tu sois prudente, justement, d'écouter ça et de l'entendre pour une fois, d'aller vraiment à ressentir d'écouter ce que tu ressens. Aujourd'hui, ce que tu ressens en toi, c'est vraiment que tu as besoin de ralentir, tu as ce besoin profond de faire moins. Et derrière, tu as ce mental qui est là, qui te dit non, faut pas relâcher, on a toujours fonctionné comme ça, faut continuer. Et là, il y a un mot qui est fort que tu utilises, c'est que tu me dis que tu veux plus progresser forcément en termes financiers, mais en quête de sens et d'accomplissement. Et une vie heureuse, c'est pas juste une vie où on a de l'argent, c'est pas juste une vie où on est entouré de sa famille, c'est pas juste une vie où on réalise ses rêves, c'est une vie à laquelle on donne du sens. Et ça, pour donner du sens, je vais pas refaire non plus toute la PNL, on explique tout dans la formation Vivre enfin libre, moins 25% du 12 au 14 juillet. Au centre du triangle d'équilibre, pour être bien équilibré, on a le tableau des besoins. J'en parlais tout à l'heure. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est, au-delà de faire la formation, bien entendu, mais c'est de te dire, OK, aujourd'hui, de quoi j'ai besoin pour être heureuse ? De quoi j'ai besoin ? Et faire toute ta liste. De quoi j'ai besoin matériellement pour être heureuse ? De quoi j'ai besoin financièrement ?
pour être heureuse? De quoi j'ai besoin dans mes relations, intellectuellement, spirituellement? Et de quoi tu rêves encore aujourd'hui? Ça, c'est ce qui va être vraiment très important. Et aujourd'hui, regardez avec ton travail à quel besoin tu réponds et à quel besoin tu ne réponds pas. Et là, ça va te demander une vraie introspection aujourd'hui. Et je pense que tu en es là. Et dis-toi que c'est vraiment une chance, un luxe d'en être là parce que tu as l'opportunité de donner vraiment du sens à ta vie et je peux pas te le dire mieux que ça, en fait, de faire quelque chose, un destin qui va avoir du sens, plus que de courir. Et aujourd'hui, tu le vois, hein, t'es marié, mère de 3 enfants, entrepreneur, tu vis dans un lieu de rêve, mais par contre, tu travailles énormément et le temps de famille est limité et la vie, elle passe qu'une fois et c'est peut-être ça aujourd'hui qui est en train de sonner. Donc, dis-toi que quand on fait de la PNL, on n'est parfois pas obligé de choisir. Moi, tu vois, j'opposais toujours ça. Je me disais, soit je travaille comme un fou et je prends mes 6 000 €, 7 000 € par mois dans mon ancien boulot, les meilleurs mois en bossant comme un fou, et je vois pas mes enfants. Soit je décide de voir mes enfants, je prends mon indépendance financière, mais voilà, j'aurai 3 000 4 000 € maximum. Et en fait, aujourd'hui, j'ai réussi à tout faire. J'ai pas choisi. Aujourd'hui, je peux aller chercher mes enfants à l'école, je peux manger avec eux à midi, je peux manger avec eux le soir, et je gagne bien plus qu'à cette époque-là, parce que j'ai fait d'autres choix. Mais voilà, il faut, pour ça, repartir de l'essentiel. De quoi tu as besoin pour être heureuse? Et voilà, donc non, tu n'auras pas à choisir, Émilie. Je te confirme, tu peux tout avoir, mais pour ça, il faut se poser les bonnes questions et démarrer, à mon sens, cette introspection. J'espère que j'aurai réussi à répondre à ton message. Et voilà, bon, j'ai encore pas mal de messages. Je crois qu'on aura le temps de faire encore un autre épisode de Allô Tonton. On va s'arrêter pour aujourd'hui. La journée est chargée. J'espère que ce podcast vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et à vous retrouver dans ce décor dans lequel j'étais pas venu depuis longtemps. Je vais en profiter pour aller boire un petit café avec ma maman. Et voilà, je vous invite aussi à faire de même. Voilà, profitez de vos proches quand vous avez la chance de pouvoir aller voir. On arrive déjà à la fin de ce podcast. Du coup, merci du fond du cœur pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouve ici dans 15 jours. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.